Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'UB Mag. Nous vous souhaitons tout d'abord une bonne rentrée et sommes contents d'accueillir certains d'entre vous sur le campus. Les vidéos des deux précédents UB Mag sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube de l'université, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Nous allons parler pendant les 30 prochaines minutes de l'actualité à l'UB, voici le sommaire. Et pour ce troisième numéro, la Bibliothèque universitaire Droit-Lettres nous accueille en liaison avec le thème du dossier principal de notre magazine, l'évolution des supports de la connaissance. Nous sommes allés explorer les fonds patrimoniaux et nous allons recevoir une invitée pour nous parler du Learning Center en fin de construction. La suite se fera avec Lionel Maillot pour sa chronique Un œil sur la recherche, dédiée cette fois-ci à l'apprentissage chez les jeunes. Puis, en attendant d'avoir, nous l'espérons, un agenda plus complet, vous retrouverez un petit point sur les activités prévues pour les 2 prochains mois. Et pour terminer, reportage découverte au cœur du don du sang sur le campus dijonnais. Savez-vous qu'en 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ? Nous reviendrons sur cette question en fin d'émission. Les supports liés à la connaissance ont bien évolué, et surtout ces dernières années. Néanmoins, au sein du campus dijonnais, un endroit abrite de précieux ouvrages toujours utilisés, et pour certains plus anciens. Rodolphe Leroy, conservateur dans la tour de 13 étages qui surplombe le campus, au niveau de la BU où nous nous trouvons, nous a ouvert les portes d'un des trésors de l'UB. Alors nous sommes dans l'un des 13 étages de la tour, cette fameuse tour qui surplombe le campus, c'est ce qu'on appelle ici le magasin, avec notre vocabulaire de bibliothécaire. C'est l'un des étages, c'est l'étage dédié aux collections patrimoniales, même si on trouve des collections aussi dans d'autres niveaux de la tour. Alors nous n'avons pas ici d'ouvrages extrêmement anciens. Les ouvrages les plus anciens sont des incunables, donc les débuts de l'imprimerie, fin 15e siècle. Et puis nous n'avons pas que des livres en réalité. Nous avons des estampes, nous avons beaucoup de plaques sur verre qui étaient utilisées autrefois par l'université pour ses enseignements, il y a un siècle à peu près. Donc il y a des manuscrits, il y a des herbiers, il y a des dessins, différents exemples effectivement d'usage des collections. D'abord pour les thèses que peuvent avoir ici des jeunes chercheurs ou chercheurs associés, en l'occurrence Marie Chauffour par exemple, pour les devises et tapisseries du roi, où on a une magnifique édition voulue par Louis XIV qui va représenter l'art de gouverner. Un autre exemple, cette fois, c'est sur la question de la falsification géographique, scientifique en l'occurrence. On a ici une information fausse, tout simplement, qu'on va voir dans les atlas anciens, année après année, tout au long du XIXe siècle. Les fameuses montagnes de Kong qui barraient l'Afrique sur une chaîne de plusieurs milliers de kilomètres, et d'abord un simple explorateur et puis ensuite un géographe, un scientifique attitré, avait finalement inscrit dans ses ouvrages scientifiques. Je vais vous montrer un autre exemple que moi j'aime beaucoup. On parlait tout à l'heure aussi de transmission et d'enseignement. Vous savez que les INSPE, les anciens IUFM font évidemment pleinement partie du réseau des universités. Et on a ici un ouvrage patrimonial, cela peut sembler étonnant, mais c'est un des premiers ouvrages en France pour la jeunesse à utiliser la photographie. Et on a un ouvrage de 1947 intitulé Le Petit Lion, qui est tout à fait remarquable et tout à fait intéressant pour l'histoire du livre, l'histoire de l'édition, et puis finalement la place de la pédagogie et de l'enseignement, y compris aux plus jeunes, à l'université, assez étonnamment. Quand on parle de matérialité et de support, un historien du livre va tout de suite se référer aux différents types de papier, aux différents types de cuir, aux différents animaux qu'on va retrouver dans les collections patrimoniales. Que l'on prenne un ouvrage du XVIIIe siècle luxueusement relié à l'époque, comme celui-ci, ou d'autres ouvrages qui sont un peu plus anciens, donc là on est vers 1720. Ici on va avoir par exemple de la chèvre. C'est une façon terre à terre, je dirais, de traduire ce que vous évoquez en parlant de support et de matérialité. J'ai envie de dire, l'historien du livre va lire et traduire aussi non seulement le contenu, mais le contenant. On pourrait faire la même chose pour les papiers. Mais finalement, qu'on regarde les siècles anciens ou aujourd'hui la numérisation, il s'agit à chaque fois de rendre public,
de faire sortir d'une collection connue de relativement peu de personnes pour le rendre le plus visible au plus grand monde. La numérisation, ça n'est rien d'autre que la continuation finalement des différentes inventions qui ont eu lieu avant. La photographie, c'est d'abord ça au début. C'est favoriser une diffusion en masse. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a quand même maintenant un siècle et demi à peu près. La gravure, il en va de même, etc., etc. L'imprimerie elle-même, la reproduction mécanique des livres qu'on reproduisait avant avec la main, les manuscrits, c'est toujours la même logique. Donc finalement, c'est le partage et la diffusion des savoirs qui s'impose comme fil directeur depuis, je dirais, presque des millénaires. Et comme l'a dit Rodolphe Leroy, la numérisation est un moyen de favoriser le partage et la diffusion de tous ces ouvrages au grand public. Les deux étant utiles à la communauté universitaire, nous nous projetons maintenant dans le futur avec la BU du XXIe siècle. Alors nous recevons pour parler de cette transition vers la numérisation Karine Monet, responsable du Future Learning Center. Bonjour et merci de votre présence ici avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors première question, qu'est-ce que ça va être le Learning Center à Dijon ? Le Learning Center à Dijon, c'est une bibliothèque augmentée, une bibliothèque tournée vers les étudiants, beaucoup, mais également l'ensemble des usagers de la communauté universitaire et qui est également ouverte sur la ville. C'est une bibliothèque où les services sont enrichis, où les espaces sont rénovés. C'est une rénovation de l'ancienne bibliothèque universitaire de sciences et puis donc développement des services. Vous l'avez dit, elle est rénovée depuis l'ancienne bibliothèque de sciences, donc elle sera située au même endroit ? Exactement. Alors tout à fait. Donc ce qui va être livré là pour la première tranche des travaux à la rentrée universitaire, c'est la moitié du bâtiment pour être schématique. Donc ce bâtiment il fait environ 5000 m². Alors vous avez parlé donc que ça allait être pour les étudiants principalement, mais aussi pour le reste de la communauté dijonnaise. En quoi le Learning Center va différer des bibliothèques universitaires déjà présentes ici à l'université ? Alors, je pense qu'il est important de ne pas faire une coupure entre cette bibliothèque et les autres. D'ailleurs, la plupart des Learning Centers en France continuent de s'appeler bibliothèque universitaire. Simplement, elle a la chance de bénéficier de crédits qui lui permettent de développer à la fois la qualité de son accueil et puis ses services. On a été attentif à améliorer la qualité en fonction des enquêtes, notamment des enquêtes Marianne sur la qualité et de rénover ce bâtiment en faisant attention à ce que l'ensemble des usagers souhaitaient, c'est-à-dire par exemple un meilleur confort thermique, moderniser aussi le mobilier, une couverture Wi-Fi de qualité, et puis moderniser évidemment les aspects esthétiques et le confort. On a parlé plus du matériel et de l'ensemble de ce que va être le Learning Center, plus précisément pour que les étudiants et les autres personnes puissent s'identifier, quels vont être les nouveaux services et les nouvelles pratiques qui vont pouvoir être possibles dans le Learning Center. Alors je vous disais, s'adapter aux nouveaux usages étudiants, c'est-à-dire permettre non plus seulement des places assez traditionnelles avec table et chaises, mais des espaces divers et modulables qui vont permettre de travailler de façon un peu plus décontractée, qui vont permettre de pouvoir travailler dans des ambiances sonores différentes. Une salle bruit zéro, alors ça on l'avait déjà, mais également des espaces où le travail collaboratif est possible, que ce soit en espace ouvert, avec un ensemble d'assises différentes, des chauffeuses, des fauteuils, des banquettes, et puis donc ça dans des espaces ouverts ou semi-ouverts, et puis également des salles de travail en groupe. On proposera aussi des salles de formation. D'accord, donc peut-être également des nouvelles méthodes d'apprentissage ? Ce sont à la fois les usagers qui pourront exprimer leurs nouvelles pratiques, ces pratiques qui ont émergé avec le développement de tout ce qui est matériel numérique portable, et puis les pratiques universitaires tournées vers le numérique. Alors ceci est favorisé, par exemple, dans les salles de travail en groupe, certaines seront équipées d'écrans avec des systèmes de click and share, donc permettant aux étudiants de travailler en apportant leur propre matériel, mais on prêtera également des ordinateurs portables. Autre question qui peut être très importante, quand le Learning Center sera-t-il ouvert au grand public ? L'ouverture est programmée à la rentrée universitaire de cette année. La prochaine ? C'est ça, 2021.
Est-ce que ça va induire un plus grand taux de réussite peut-être pour des examens ou pour leur apprentissage? Alors, de fait, si ces programmes de Learning Centers qui ont émergé, donc c'est une proposition qui vient des pays nordiques et anglo-saxons, qui est déjà ancienne, puis ça remonte aux années 90-2000. Si elles ont été portées et ont rencontré un tel succès, c'est parce qu'il y a eu des études scientifiques qui ont montré la corrélation absolument directe entre la qualité de ces propositions de bibliothèques rénovées et la réussite étudiante. Donc cette attention portée au cœur du bâtiment et du déploiement de l'offre de mobilier et de services aux étudiants est tout à fait déterminante pour la réussite étudiante. Pour conclure, en un mot, le Learning Center, c'est... En un mot ou en trois? Allez, en 3 mots. Alors je crois peut-être que j'insisterai parce que j'ai beaucoup parlé des étudiants, mais je voudrais réinsister sur le fait qu'on est tourné également vers l'ensemble de la communauté universitaire, en particulier les enseignants-chercheurs, bien sûr, puisqu'on travaille actuellement avec un comité de pilotage pédagogie sous l'égide de Sophie Morlet et qu'on travaille avec le CIPE, le PNR et le PFVU sur les services et l'ensemble de l'accompagnement pédagogique. Donc en fait, je ne vous réponds pas en un mot, mais Learning Center égale bibliothèque accompagnant la pédagogie par une offre de services et un ensemble d'équipements. Voilà, et préciser que derrière, il y a toute une équipe de 28 personnes, notamment juste sur le Learning Center, qui travaillent à la qualité de cet accompagnement. Merci beaucoup de votre présence, merci de nous avoir parlé de cette nouvelle structure que l'on a hâte de découvrir. À présent, nous retrouvons Lionel Maillot pour sa chronique Un œil sur la recherche. Bonjour Lionel. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes médiateur scientifique mais aussi, et selon le fameux terme, chercheur de chercheurs. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir un jeune chercheur, justement, qui étudie l'apprentissage. Oui, mais avant Antoine, je vais vous proposer un petit jeu. Si je vous dis que ceci est un Buxi, lequel de ces deux autres objets est un Buxi? Eh bien, je dirais le skateboard. Bravo Antoine, vous avez réussi une tâche de généralisation de noms. Mais en fait, des enfants, donc beaucoup plus petits que vous, montrent souvent les lunettes. Et en fait, ils généralisent le nom, ils catégorisent en fonction de la forme. Alors, par exemple, pour mieux comprendre, si on leur montre une pomme en leur disant que c'est un Buxi, eh bien, ils vont choisir de préférence le ballon plutôt que la banane. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut se dire, si on prend deux exemples de référence, on dit pomme et fraise, par exemple, là, ils vont choisir plus facilement la banane. Effectivement, avec 2, on va y arriver beaucoup mieux. Voilà, à 2, on y arrive mieux. C'est ce qu'a montré notre chercheur du jour. Il s'appelle Yannick Lagarigue. Avec Pauline à la caméra, nous sommes allés le voir dans son laboratoire. Il nous raconte comment il a pu montrer ce pas dans l'apprentissage. Comme je travaille avec des jeunes enfants, des enfants de maternelle, donc qui ont entre 3 et 6 ans, faut qu'ils aient un petit peu envie de faire le jeu. Et pour ça, j'utilisais une petite astuce. Je prenais un ami avec moi, donc Yoshi, que vous connaissez sûrement. Et du coup, je racontais que j'étais allé chez Yoshi. Et que chez Yoshi, il y a plein d'objets bizarres. Et je les ai pris en photo. Et j'ai besoin de l'aide des enfants pour remettre ensemble mes photos qui vont ensemble. Et donc cette petite histoire, je l'ai racontée à tous les enfants que j'ai vus dans mon étude. Et pour cette étude-là, et toutes les autres que j'ai faites après, j'ai vu plus de 400 enfants. Donc j'ai dû raconter cette histoire plus de 400 fois. Il faut avoir l'habitude de répéter un petit peu. C'est un petit peu long parfois, mais c'est très intéressant. Et donc on a fait cette étude-là chez des enfants de 3-4 ans et des enfants de 5-6 ans, avec soit un seul exemple, donc que le vélo, soit avec 2 exemples, le vélo et la moto. Et en fait, ce que l'on a montré, c'est que selon l'âge, on n'a pas eu les mêmes résultats. Chez les enfants les plus jeunes, les enfants de 3-4 ans, montrer 2 exemples, le vélo et la moto, ça les aide, mais pas beaucoup. Alors qu'à partir de 5-6 ans, il y a vraiment une grande différence parce qu'à partir de là, à partir de cet âge-là, montrer 2 exemples, le vélo et la moto, ça les aide beaucoup plus à voir qu'est-ce qui est pertinent pour mettre les objets dans la même catégorie. Ce n'est pas uniquement la forme qui est intéressante, mais il peut y avoir d'autres critères.
Alors c'est de la psycho, hein, c'est tout ça. Il faut monter des manips assez imaginatives, sans biais, et puis pas seulement avec 3 personnes. Donc vous avez peut-être aussi remarqué dans la vidéo des dessins étranges. En fait, il fallait des objets qui n'existent pas. Donc Yannick utilisait plutôt ces cartes-là pour pas que les enfants puissent choisir en fonction de connaissances préalables. Donc avec tout un panel de cartes différentes, hein, et puis des catégorisations liées par exemple ici à la texture, eh bien Yannick a pu montrer que avec 2 exemples, on y arrive mieux. À partir d'un certain âge, on a repéré donc une période de progrès dans l'apprentissage chez l'enfant. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Et donc Yannick, en fait, a plusieurs hypothèses et puis il s'attache à explorer plus précisément quels peuvent être les exemples de référence. Donc ça sert à comprendre comment on apprend. Ça peut être utile en cas de difficulté d'apprentissage. Et puis, par exemple, ça peut aider pour des imagiers. Si on veut faire apprendre les catégories de fruits, c'est mieux de montrer 2 images de référence. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez savoir que Yannick participe à l'expérimentarium. Donc, il fait partie de cette grande catégorie des chercheurs sympathiques. Et puis, des étudiants ont réalisé un film sur lui. Très bien, et donc film qui sera bientôt disponible sur le site expérimentarium.fr. Voilà, c'est ça. Merci Lionel. Avant de conclure, vous nous cachez quelque chose, non? Je crois que votre livre « Mes histoires de chercheurs » est sorti récemment. De quoi parle-t-il? Alors, il vient tout juste de sortir, c'est 17 histoires de chercheurs. Alors, c'est des chercheurs de l'Université de Bourgogne qui sont passés par l'université et à qui il est arrivé des choses touchantes ou assez extraordinaires. On a par exemple Florence qui était doctorante ici, qui s'est retrouvée dans des jurys avec des avocats pour défendre des groupes de malades aux États-Unis. Voilà, je parle de chercheurs qui sont allés en Amazonie, de la fameuse Chloé qui a fait changer d'avis son jury de thèse. Voilà, c'est des histoires très personnelles et illustrées par Florence Delaporte. Très bien, merci beaucoup. Et nous pourrons le retrouver sur Internet. Le site sera dans la description. Merci Lionel, à bientôt. Merci. Juste avant de faire le point sur l'agenda, si vous ne le savez pas, les journées portes ouvertes ont eu lieu les 2 et 3 février dernier. Vous pouvez retrouver les conférences et toutes les informations associées sur la chaîne YouTube de l'université. Tout de suite, voici l'agenda pour les 2 prochains mois. Savez-vous qu'en 1 heure, vous pouvez donner votre sang et sauver 3 vies? Comment? En fait, votre sang est composé de plusieurs produits sanguins, et 3, c'est leur nombre, les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Une fois le don de sang effectué, les produits sont séparés et pourront être utilisés pour sauver 3 vies. Nous sommes allés découvrir le déroulement d'un don du sang. Les collectes sur les campus sont pour nous le moyen de recruter de nouveaux donneurs. C'est vraiment l'objectif. Certains vont appréhender la piqûre, alors que ça ne fait pas plus mal qu'une prise de sang habituelle. Ça dure un petit peu plus longtemps, entre 5 et 10 minutes, un don de sang. Il n'y a pas de raison médicale de ressentir quoi que ce soit. Il peut y avoir parfois des malaises au don du sang, mais c'est d'origine émotionnelle. Ce n'est pas du tout lié à la quantité prélevée. J'en fais pour preuve que certains font parfois le malaise avant même qu'on les pique. Le seul danger, c'est la chute, donc on prend un maximum de précautions pour éviter ça. On a 2 solutions. Il y a la première solution qui est la plus simple, donc qui a été mise en place à cause justement du Covid. C'est une préinscription. Il va être accueilli avec la partie pré-don. À partir de là, il aura aussi une petite collation.
juste avant le don, un passage après au secrétariat pour voir s'il est bien inscrit, pour voir s'il a ses 8 semaines d'écart. Et il pourra aussi remplir le fameux questionnaire électronique. Il va être accueilli après par les médecins qui vont le prendre à part, qui vont analyser son questionnaire. Et après, si tout est bon, il va pouvoir passer et donner son sang vers les infirmiers ou les infirmières. À la fin du don, il va revenir nous voir. Donc nous, on va lui permettre de prendre un temps de repos qui va être un minimum de 20 minutes. Il va pouvoir se restaurer. Il peut aussi échanger avec nous. Et nous, on a aussi en charge de le surveiller. C'est-à-dire voir s'il n'a pas un petit malaise, un étourdissement, si tout se passe bien, s'il n'est pas un petit peu pâle. Et à la fin de ce don, quand on voit que tout va bien, il peut s'en aller. En 1 heure, on peut tranquillement avoir donné son sang. On espérait à peu près 80. Je pense qu'on est proche en prise de rendez-vous de ce qu'on avait prévu, mais on fait plus de 200 d'habitude ici. Donc vous voyez l'impact que la pandémie a sur cette collecte-ci en particulier. Or, si vous voulez, la demande en produits sanguins n'a pas baissé. Une bonne partie du sang va aux personnes sous chimiothérapie pour les traitements des cancers, par exemple. En chirurgie, énormément. Dans les cas d'accident et aussi chez les femmes qui accouchent, les transfusions sont relativement fréquentes. Beaucoup de jeunes répondent présents, sont très motivés. C'est toujours nécessaire, donc on essaie de faire au mieux. Parfois, c'est à peu près 2 à 3 fois dans une année. On est pas mal à donner du sang. Même, en général, on se dit quand on a une info par mail, par exemple, genre là, on a eu un mail pour la collecte aujourd'hui, et du coup, on le dit un peu entre nous, comme ça, ceux qui peuvent, ils s'inscrivent. Vous l'avez entendu, on recherche de nouveaux donneurs réguliers, alors si vous ne l'êtes pas encore, sachez que la prochaine collecte sur le campus dijonnais aura lieu les 16 et 17 mars prochains, de 10h à 16h à la salle multiplex. Sinon, la Maison du Don de Dijon, située à 5 minutes du campus, est ouverte du lundi au samedi. Vous pourrez y donner votre sang ou uniquement vos plaquettes et votre plasma. Pour prendre rendez-vous ou avoir des informations complémentaires, allez sur monrendez-vous-donsang.efs.santé.fr, le lien sera dans la description. Et voilà, c'est fini pour ce magazine, merci de l'avoir regardé, nous espérons que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo pour faire découvrir à tous les actions et les projets menés au sein de l'université. Vous nous retrouverez pour le prochain numéro en avril, toujours sur la chaîne YouTube de l'université. Étudiants et personnels, surtout, portez-vous bien.